On se retrouve sur le plateau du CNLRQ, avenue de Belleville, boulevard de la Villette. Boulevard de la Villette. Boulevard de la Villette à Paris. Pour cet après-midi, on va, après tout le statutaire de ce matin, l'Assemblée Générale, on va essayer de prendre de la hauteur, comme on dit, avec un exposé, une présentation qui va entamer cet après-midi et puis 2 tables rondes. Je vous rappelle évidemment que les questions sont à nouveau ouvertes. Le chat sur votre écran, posez une question, réagir. On les a, vous avez vu ce matin, elles nous apparaissent et on essaie de s'en emparer et de les relayer pour les différents interlocuteurs. Avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques petites précisions. Alors, le verre est à moitié plein ou à moitié vide. 73% de votants pour l'Assemblée Générale, donc 141 votes, peut mieux faire. Donc vous pouvez continuer à voter, vous avez encore une demi-heure. C'est plus tendu, semble-t-il, du côté du syndicat employeur. Donc là, redoublez d'efforts pour que le quorum soit atteint, s'il vous plaît. Voilà pour la cuisine. Pour ce qui est du contenu, Christian Sauter parlait récemment. On a fait un petit florilège de ce que pouvaient dire les gens des régies. Et Christian Sauter, qui était un ancien ministre de l'économie, disait que les régies avaient su garder intacte leur capacité d'indignation et de réactivité. Le sociologue Bernard M disait que les régies sont au cœur du lien civil ordinaire, ce qui veut tout dire. Et puis Clotilde Bréau, que vous connaissez tous, avait coutume de répéter que les régies sont des éponges des besoins du territoire. C'est un peu ce qu'on va essayer de voir cet après-midi. Comment est-ce que cette période particulière que nous vivons a pu confirmer ce constat, on espère en tout cas confirmer. Les régies ont été indignées par la situation sociale en pleine épidémie. Les régies ont répondu présentes, évidemment. Pressées par le besoin croissant et mouvant des habitants, les régies ont su s'adapter, adapter leurs pratiques et leurs métiers. On déclinera tout ça, évidemment, dans les 2 tables rondes avec beaucoup de participants, d'acteurs locaux qui sont en ligne. On sera avec eux d'ici une demi-heure pour essayer de voir comment est-ce que les régies se sont adaptées à la crise dont on sort, dont on espère sortir. Pour commencer cet après-midi, on va commencer avec vous, Stéphane Cordobès. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes conseiller, expert à la NCT et chercheur associé à l'école urbaine de Lyon. Quand je prends la présentation de l'exposé dont vous allez nous parler aujourd'hui, je vous le lis. Envisager aujourd'hui le futur des espaces que l'on habite, quartiers, territoires, planètes, oblige à considérer avec sérieux l'hypothèse anthropocène et ses manifestations, dont le Covid n'est qu'un exemple. Non pour s'appesantir sur des vulnérabilités qui s'accroissent, non pour s'appesantir sur les vulnérabilités qui s'accroissent et succomber à la peur de l'effondrement, mais au contraire pour envisager les manières de mener collectivement la bifurcation écologique et de contribuer à l'édification d'un nouveau monde commun, plus juste et digne. Est-ce qu'on pourrait commencer par une traduction simultanée, Stéphane Cordobès? Qu'est-ce que vous voulez nous dire en langage clair, plus simple, plus oral? Écoutez, merci pour cette entrée en matière tout à fait amicale. Je vais peut-être commencer, avant de répondre directement à votre question, parce que finalement c'est l'objet de mon propos, je vais peut-être vous dire concrètement ce que vous je faites. Fais. Concrètement, ce que je fais, c'est que je vais dans les territoires, j'écoute les acteurs institutionnels, experts, comme on dit, mais aussi habitants, associatifs, les acteurs, ceux qui habitent les territoires, et je m'interroge avec eux sur les conséquences que va avoir sur leur vie, sur leur manière d'habiter, le changement global, dit autrement, le changement global désigne le changement climatique, la perte de biodiversité, enfin tous ces phénomènes que l'on commence à bien connaître et qui font l'objet de titres régulièrement dans la presse. Et je réfléchis avec eux à la manière dont ces phénomènes va finalement les obliger à changer de vie dans les années qui viennent. Ou en tout cas, est-ce que ces phénomènes va les amener à changer de vie dans les années qui viennent ? En fait, à la base de mon travail, il y a une hypothèse. Cette hypothèse, c'est que la transition écologique, dont on parle aussi beaucoup, d'ailleurs je préfère employer le terme de bifurcation plutôt que de transition, qui est peut-être un peu moins technique, c'est que la bifurcation écologique donc, dont on parle beaucoup ne sera pas simplement politique, ne sera pas simplement environnementale, ne sera pas simplement technique, mais elle sera aussi et peut-être avant tout culturelle. Or, aujourd'hui, force est de constater que c'est sans doute le levier ou le vecteur qui est le moins travaillé. Voilà
concrètement ce que je fais. Enfin, je ne sais pas si ça paraît concret, mais en tout cas, je l'explique de cette façon. Et alors, j'ai pas eu l'occasion quand même de vous remercier de cette invitation à venir discuter, échanger avec vous. J'ai pris compte aussi du fait que vous me proposiez d'intervenir à 14h30, c'est-à-dire, on le sait, dans ces journées un peu longues, le moment où les yeux se ferment naturellement. Et je me suis dit que je n'allais pas discourir sans rien vous montrer pendant 20 minutes, mais que j'allais vous faire revenir à un ancien format, un peu désuet, vous faire ce que l'on appelait avant en soirée, des soirées diapos, c'est-à-dire vous montrer des photos pour porter mon discours. Mais je vous rassure, les amis de la Caraïbe finissent à peine le petit-déj. Hein. Donc eux, peut-être, vont m'écouter. C'est bien, merci, amis de la Caraïbe. Et nous allons... est-ce qu'on peut lancer la... Voilà. Alors, ça c'est le titre. Et la première image ? Ça arrive, voilà. Alors, je me suis dit que, à tout bien, tout honneur, il me semblait assez normal de commencer par vous montrer une personne, un paysage que peut-être certains d'entre vous connaissent. En fait, c'est une photo prise à Dole, dans le quartier Les Ménil-Pasteur, où les régies officient. Et sur la photo apparaît Mohamed. Alors Mohamed, c'est quelqu'un qui vit dans ce quartier, qui a passé son enfance quand il est arrivé avec ses parents d'Afrique du Nord. Qui a fait son éducation, qui a grandi. D'ailleurs, il m'a demandé de le prendre en photo devant l'arbre qu'il voyait de la fenêtre de sa chambre avant que l'opération de rénovation urbaine n'identifie de manière assez importante le quartier. Donc aujourd'hui, son ancien immeuble s'est transformé en nouveau jardin ouvrier, mais il était attaché à cet arbre et il tenait à ce que l'on fasse la photo ici. Alors pourquoi j'ai rencontré Moustapha ? J'ai rencontré Moustapha parce que je faisais une enquête, justement, à Dole, sur la manière dont les habitants avaient des pratiques de lecture et sur le rôle que pourraient jouer les institutions culturelles dans la transition écologique. Et Moustapha a eu la gentillesse de me faire très longuement visiter le quartier, rencontrer des habitants et m'expliquer un petit peu ce qui s'y passait. Et dans son discours, il y avait des choses évidemment très intéressantes, mais entre autres le fait que, d'une part, il m'expliquait, il me montrait le fait que dans ce quartier, la qualité de vie s'améliorait, en particulier parce qu'une place plus importante était donnée à la nature, parce qu'il y avait plus de possibilités de faire des jardins ouvriers, parce qu'il y avait du travail associatif sur l'accès à l'alimentation, sur tout un tas de choses qu'on pourrait rattacher à la transition écologique. Et qu'en même temps... par rapport à ce qu'il avait connu, il trouvait que le quartier perdait en cohésion, que le collectif était plus difficile à établir, entre autres, me disait-il, parce que les nouveaux arrivants n'étaient pas francophones et que la langue constituait une barrière assez importante. Mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que je voulais savoir comment Moustapha, c'est pas le seul à interviewer, mais Moustapha se positionnait par rapport à cette transition écologique. Et la réponse de Moustapha, après la visite qu'on avait faite, où justement il me montrait la manière dont d'évoluer le quartier, était assez très claire. Il me dit, vous savez, la transition écologique, c'est pas pour ici et c'est pas pour nous. C'est pas pour ici parce que, grosso modo, et les autres habitants me le confirmeront, cette représentation, Dole, le Jura, souffre assez peu des transformations qui sont déjà en cours. Et puis surtout, c'est pas pour nous. Parce que dans ce quartier-là, on est tellement occupé à lutter contre la pauvreté, pour accéder à l'emploi, pour accéder à tout un ensemble de services, pour vivre, que quelque part la transition écologique nous apparaît comme lointaine et réservée aux riches. Alors c'est évidemment une phrase qui m'a interpellé, une remarque qui m'a interpellé, et je me suis dit que c'était intéressant de démarrer mon exposé par ce point de vue. Donc pas ici et pas pour nous. On peut passer à l'image suivante si vous le voulez bien. On est toujours à Dole, et ça, finalement, c'est la manière dont les habitants se représentent le territoire. Y compris, d'ailleurs, Moustapha ou les habitants du quartier, qui voient Dole comme un territoire très joli, avec un capital culturel important. C'est la patrie de Pasteur, une belle architecture, une nature extrêmement préservée. Là, vous avez une photo du centre-ville avec le Doubs et les canaux, qui sont effectivement magnifiques. Et grosso modo, les habitants se disent, le pas ici, ils le partagent bien. Pas ici parce que, en fait, ce que l'on associe au changement climatique, ce que l'on associe au changement global,
c'est pour d'autres territoires ailleurs qui sont beaucoup plus vulnérables, qui sont beaucoup plus touchés. Nous, on est préservés, le territoire nous préserve. Alors évidemment, ça peut se discuter. Et puis si on va un petit peu plus loin, on bascule sur une autre photo. Je suis désolé, j'ai un rythme un peu rapide, mais 20 minutes, ça passe très vite. Voilà, si on se balade dans Dole, enfin autour de Dole, dans l'agglomération, voilà ce que l'on peut voir. À gauche, bon, à la fois une décharge, un camp avec une cimenterie juste derrière. Hein. Tout autour, vous êtes dans un paysage de champs et d'industrie, de zones industrielles. Donc là, il me semble quand même qu'on est loin de l'image agréable, de la qualité de vie, etc., qui caractérise la manière dont les habitants voient leur territoire. Et puis à droite, alors, les habitants me disaient aussi être très, très attachés à leur territoire et à leur forêt. En particulier une forêt qui s'appelle la forêt de Chaux. Et la forêt de Chaux, quand on va un petit peu dans le détail ou quand on s'y intéresse vraiment, on s'aperçoit qu'elle ne va pas si bien que ça. Et ça, par exemple, c'est une ancienne forêt de chêne qui, par l'industrialisation de la sylviculture, le sol s'est trouvé tassé et c'est un endroit où il n'y aura plus de forêt pendant plus d'un siècle. Donc, si l'on cherche les traces de l'Anthropocène, du changement global, et j'aurais pu vous montrer des traces de tempêtes, enfin, on peut multiplier comme ça les indices, sont bien présents, y compris dans des territoires qui se croient préservés. La question, c'est que c'est peut-être plus une question de regard que l'on porte sur le lieu que l'on habite que de réalité. Et puis, on va passer à une autre photo. Je vous emmène ailleurs, un autre terrain d'enquête, Saint-Pierre-et-Miquelon. Alors, pourquoi cette photo ? C'est plutôt pour ça, je vais revenir sur la situation de Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est plutôt pour sa symbolique. Une route qui s'arrête, le goudron s'arrête, et puis derrière, on est sur une route qui n'est pas goudronnée, qui n'est pas stabilisée. Et c'est une route en fait qui lie deux îles, Miquelon et Langlade, qui est très empruntée, auquel les habitants aussi de Miquelon sont très attachés. Alors pourquoi le choix de cette image ? Parce que le changement global et l'entrée dans le monde anthropocène, ou l'entrée dans l'anthropocène, il me semble que cette image la montre bien. On sait ce que l'on a traversé, on est capable de parler de notre histoire. Et dans l'anthropocène, on rentre dans un champ d'incertitude majeure, de choses qui ne sont pas stabilisées, qu'il va falloir à la fois réinventer en avançant. Mais peut-être dois-je vous préciser ce que j'appelle anthropocène, parce que j'en parle comme si c'était connu de tout le monde, et une petite définition peut éventuellement faciliter les échanges. Alors en fait, l'anthropocène, au départ, dans les années 2000, c'est une hypothèse scientifique, géologique, de quelqu'un d'un prix Nobel qui s'appelle Paul Crutzen, et qui dit l'action de l'homme sur la Terre, par la transformation, par l'extraction des matériaux, par la production industrielle, par la manière dont il a d'exploiter les ressources naturelles, est telle qu'aujourd'hui l'homme a atteint une dimension géologique et qu'il transforme la Terre comme avant les grands phénomènes naturels le transformaient. C'est une hypothèse géologique, qui aujourd'hui d'ailleurs n'est toujours pas complètement validée scientifiquement, puisque le Cénacle qui doit le valider ne l'a pas encore fait. Ce sont des études qui sont très très longues. Et puis cette hypothèse très rapidement est venue dans le champ des sciences sociales. Et aujourd'hui, parler d'anthropocène, c'est considérer surtout que nous allons entrer dans un nouveau monde. Tout simplement parce que la manière dont nous avons eu d'habiter le monde dans la période moderne est en train de basculer. Notre habitation du monde moderne, c'est quoi ? C'est parier sur le fait que les ressources sont inépuisables et qu'on peut les redistribuer. C'est parier sur le fait que la nature est inaltérable, éternelle, et qu'on peut jouer avec sans trop se poser de questions. C'est globalement considérer que l'homme est entièrement libre de faire ce qu'il veut dans un environnement qui est stable dans la durée et dans le temps long de la géologie. L'entrée dans l'Anthropocène, c'est cette conjonction de temporalité, le temps historique d'une part et le temps géologique de l'autre, avec des manifestations qui sont très très concrètes. Je regarde l'heure, est-ce qu'on peut me dire
Combien de temps il me reste ? On est à 10 minutes. Ok, super. Avec des manifestations très très concrètes. Alors on en a parlé, enfin j'ai mentionné tout à l'heure le changement climatique. Alors c'est évidemment le changement climatique, c'est la perte de la biodiversité, c'est l'érosion des traits de côte ou de tous les territoires qui sont au bord de mer ou au bord de fleuve. C'est les méga-feux dans les forêts qui sont inarrêtables avec les moyens techniques dont on dispose. Enfin, je dirais que depuis quelques années, ce changement global est un sujet qui est de plus en plus présent dans la presse et qui témoigne des transformations profondes de la planète que nous allons devoir, hormis certains qui s'imaginent aller vivre sur Mars, mais que nous allons devoir continuer à habiter. Donc la vraie question, en fait, aujourd'hui, en tout cas celle que je vous pose, c'est comment demain on habite cette planète qui, par ailleurs, semble aller de plus en plus mal. Peut-on avancer dans la projection, s'il vous plaît ? Une des hypothèses que l'on rencontre de plus en plus souvent, c'est l'hypothèse de l'effondrement. Alors, c'est quoi l'effondrement ? C'est tout simplement l'hypothèse selon laquelle les transformations que l'homme a opérées sur la planète sont à tel point importantes et irréversibles que nous serions rentrés dans un cycle qui fait qu'à court terme, de nombreux espaces et territoires ne seront plus habitables pour l'homme. Il y aura de la vie, des bactéries, d'autres formes de vie, mais que pour l'homme, ce ne sera plus possible. Et je suis toujours... C'est pourquoi ces images ? Alors, je suis toujours à Saint-Pierre-et-Miquelon. L'image de droite, c'est le fameux isthme sur lequel la route passe, entre Langlade et Miquelon. Et puis à gauche, on est sur Saint-Pierre. Et au premier plan, vous avez une ruine, une ancienne usine frigorifique pour l'activité de pêche. Derrière, vous avez un espace protégé, valorisé, qui est un espace qui était occupé par les pêcheurs au début du XXe siècle, extrêmement précaire. Ça, c'est l'attraction touristique de l'île. Et puis derrière, vous avez des fumées qui sont en fait les déchets que l'on brûle encore à ciel ouvert, enfin les déchets dont on ne sait pas quoi faire. Pourquoi Saint-Pierre-et-Miquelon ? Parce que quelque part, on pourrait dire que Saint-Pierre-et-Miquelon est un archétype d'un territoire anthropocène. Territoire colonisé. Les Européens vont là-bas parce qu'il y a des réserves de poissons extrêmement importantes, en particulier de morue, et que c'est un territoire propice pour l'activité de pêche. On s'y installe, on pêche pendant plusieurs siècles avec une accélération et l'industrialisation de la pêche à partir du 19e. Et fin 20e, les réserves halieutiques ont disparu, il n'y a plus de poissons. Interdiction de la pêche, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un territoire que l'on a habité pour la pêche, où on a commis un écocide puisqu'on a complètement détruit les ressources de ce territoire. Et les populations qui y habitent, qui avaient une culture et des revenus et un mode d'habitat qui était lié à la pêche, se retrouvent perdus parce que sans modèle de développement pour exister. Alors si on va un petit peu plus loin, Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est en face le Canada, c'est en climat subarctique. C'est aussi un territoire qui est sans doute plus rapidement que les autres frappé de plein fouet par le changement climatique, avec une transformation sur place des températures, des courants, du rythme des tempêtes, enfin de la force des tempêtes, qui fait que c'est aussi un territoire qui va être très rapidement impacté très fortement par le changement climatique, par les épisodes extrêmes, et qui va remettre en cause la possibilité même d'habiter sur place. En particulier, par exemple, le village de Miquelon, on sait déjà qu'il doit être évacué parce que dans une zone qui sera submergée très prochainement. Et la fameuse route sur l'isthme dont je vous ai montré, cet hiver a été détruite à 2 reprises, à 2 endroits, parce que l'isthme est condamné aussi à disparaître dans les années qui viennent avec les phénomènes de tempête. Et grosso modo, Saint-Pierre-et-Miquelon, donc, production industrielle qui détruit un écosystème, on est dans l'Anthropocène, et perte des possibilités de vivre sur place. C'est un territoire qui se serait effondré si par ailleurs l'État n'avait pas choisi de massivement subventionner le fait de pouvoir continuer à vivre sur place. Donc on est dans l'Anthropocène. Je vous propose de passer à la diapo suivante. Là, je vous emmène ailleurs. Je reviens en métropole. Et peut-être aussi, c'est un territoire que certains d'entre vous connaissent. On est à Rive-de-Gier. Rive-de-Gier, donc c'est situé entre Lyon et Saint-Étienne. Et c'est un territoire aussi qui pourrait être considéré comme archétypal de l'Anthropocène. Pourtant,
on n'est plus très loin, là, on est chez nous, au sens, excusez-moi, c'est une formule malheureuse. En tout cas, on est en métropole, donc on est proche de Dole, par exemple. Et là, Rive de Gier, c'est intéressant, parce que c'est aussi un territoire industriel qui a vécu sur le charbon, puis sur tout ce qui est sidérurgie, industrie métallurgique, chimie, et qui s'est aussi effondré, c'est-à-dire perte de l'activité. Et derrière, un énorme champ de ruines, avec au fond de la vallée, les héritiers des populations ouvrières qui sont venus pour traiter le charbon, puis pour travailler dans les usines, qui continuent à habiter dans un espace avec un environnement sonore infernal. Rive de Gier est traversée par une autoroute au milieu de la ville, une voie de chemin de fer, avec une pollution de l'air majeure, avec des sols qui ont été très maltraités, qui sont complètement pollués. Donc on est dans une ruine. Les habitants de Rive de Gier habitent une ruine. Tout ça pour dire que on est déjà dans le ici, c'est-à-dire vivre dans ces espaces-là, apprendre à habiter dans ces espaces-là. Il y a certains territoires qui sont déjà complètement dedans. Je reviens sur par rapport aux deux formules que j'avais proposées en écoutant, en faisant parler Mustapha, pas chez nous. Ici, pas pour nous. Alors, pas ici, pas pour nous. Le pas ici, il me semble que c'est quelques images. Et ce que je vous raconte montre que c'est déjà ici. Plus ou moins manifeste, plus ou moins fort, mais que c'est déjà ici. Et le pas pour nous, il me semble aussi que c'est aussi là. Y compris dans des quartiers populaires, avec des populations qui sont déjà fragiles. La crise écologique peut aussi être là. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie que c'est une hypothèse que je formule, que cette opposition courante que l'on entend entre répondre dans l'urgence à la crise sociale et puis penser à l'avenir en disant que la crise écologique viendrait après, me semble être une question aujourd'hui qui n'a pas lieu d'être, qui est très mal posée. Et si l'on prend l'idée, si l'on s'intéresse au Covid, le Covid est une manifestation anthropocène majeure, c'est une épizootie qui est liée au fait que nous avons détruit des espaces sauvages et que les hommes et les animaux sauvages sont très proches les uns des autres, en l'occurrence sans doute des chauves-souris, et que les maladies passent du monde animal au monde humain. Mondialisation, monde moderne, enfin, on est dans l'anthropocène. Or, si l'on regarde, alors il faudra voir après avec plus de détails, si on regarde les conséquences du Covid, le Covid, d'abord, ça a touché tout le monde, c'est un phénomène global, mais en France, les territoires et les populations qui ont été les plus touchées sont les populations qui vivent d'ores et déjà dans des territoires extrêmement vulnérables, extrêmement fragiles. Donc, distinguer crise sociale, crise environnementale, me semble être aujourd'hui une erreur majeure. Et je dirais que c'est non seulement une erreur majeure, mais cette idée que la crise écologique ne concernerait que les bobos, pour faire simple, est tellement intériorisée, y compris par les populations elles-mêmes ou par les acteurs elles-mêmes, qu'on est bien là confronté à non seulement un problème environnemental, à un problème technique, à un problème politique, mais aussi à un problème culturel majeur. Comment cette crise environnementale qui nous concerne tous, et qui concerne tous les territoires, et qui concerne toutes les populations, on en fait un sujet à part entière, quel que soit par ailleurs son niveau social, son niveau de richesse, etc. etc. Je vais très vite, et si vous le voulez, je pense qu'il doit rester une image, après Rive de Gier. Voilà, j'en viens à ma dernière image. On est retourné à Dole. On est retourné dans le quartier d'Émile-Pasteur, et c'est une vue des immeubles prise à partir des jardins ouvriers. Et moi, ce qui m'a frappé, je le dis dans le discours et dans l'histoire que me racontait Mustapha, alors que par ailleurs on avait été visiter ces jardins ouvriers, que Mustapha m'avait expliqué la place qu'il jouait, la manière dont la production alimentaire permettait de répondre à des besoins, qu'il y avait des activités autour de grainothèques pour échanger des graines, etc. Autrement dit, qu'il y avait des traitements des déchets avec une éducation aux déchets, etc., qui était faite. Ce qui m'a frappé, donc, je le répète dans le discours de Mustapha, c'est qu'alors qu'on était déjà dans la transition écologique et qu'il y avait déjà des mesures, des choses qui se faisaient dans ce quartier, avec lui, avec sa famille, avec ses enfants, avec tous les autres habitants dans ce quartier, il jugeait que ce n'était pas pour lui. Et je pense que la question de se demander qui qu'on soit, où qu'on est, non pas comment on va être victime
du changement écologique, enfin de cette transformation, avec tous les côtés négatifs que ça peut avoir, mais comment on peut être contributeur aux solutions à inventer, me paraît extrêmement déterminante, et je conclurai là-dessus. Si on considère que l'Anthropocène, par exemple, s'est passé d'un monde d'abondance à un monde de frugalité, si on considère que l'Anthropocène s'est passé d'un monde de la consommation et de la réification de la nature et des hommes pour passer à un monde où les liens et les solidarités sont plus importants, il me semble que dans les quartiers où vous officiez, il y a sans doute des leçons à apprendre et qui valent non seulement pour les quartiers, mais aussi pour les autres territoires. Et en fait, je suis plus là pour vous écouter que pour vous raconter mon histoire. Merci beaucoup. Merci Stéphane. Justement, cette conclusion rejoint la tonalité des premières questions qui sont sur le chat, avec globalement des questions de méthode. Comment embarquer et faire prendre conscience de l'enjeu aux habitants focalisés sur des besoins de première nécessité et des partenaires qui se contentent d'aménager des choses pour se donner bonne conscience. On en revient un peu à la question de la fin du mois et de la fin du monde, quoi. Enfin, voilà, donc il y a cette question. Que peut-on faire avec des politiques qui manquent de volonté et d'ambition sur ces questions ? Le monde va de plus en plus mal, certes, mais justement, le boulot des régies, n'est-ce pas ? Ah, elle a disparu. Non, arrêtez d'en envoyer. Le boulot des régies, n'est-ce pas justement de faire en sorte qu'il aille de mieux en mieux ? Voilà, on est beaucoup. Quelle place peuvent prendre et doivent prendre les régies dans ce monde anthropocène ? Est-ce que vous avez des éclairages, j'ai envie de dire un peu des... Alors, il y a une autre différence majeure entre le monde moderne et le monde anthropocène, si je reprends ce changement à travers la dimension historique, c'est que dans le monde moderne, il y avait beaucoup d'experts qui parlaient à la place des autres, voire de politiques qui décidaient à la place des autres. On peut aussi imaginer que dans le monde anthropocène, si ça passe par, comme le dit Bruno Latour par exemple, par une réorientation politique et par une réorientation culturelle, les places vont bouger, ou les places devraient bouger. Et je suis désolé de ne pas répondre à vos questions, mais il me semble que, quelque part, ces questions-là, moi, j'aurais envie de vous les poser à vous. Parce que moi, je ne travaille pas au jour le jour dans les quartiers. J'ai la chance de temps en temps d'aller y faire des enquêtes. Et que la question qui se pose, c'est comment, par rapport à ce champ que j'ai essayé de dessiner d'un monde en transformation importante, comment déjà on peut trouver des initiatives dans les quartiers qui répondent à ces défis. Je reprends la question alimentaire, ou les jardins ouvriers, ou tout ce travail autour de l'autonomie alimentaire. Très clairement, il me semble que là, il y a quelque chose qui peut se jouer et qui est extrêmement intéressant, parce que ça permet, à nouveau, ce sont des hypothèses, à vous de le confirmer, mais ça permet de travailler plusieurs dimensions. Ça permet d'abord de répondre à des besoins vitaux. On sait que le Covid, par exemple, a eu pour incidence dans certains quartiers, à Marseille ou en Seine-Saint-Denis, de voir apparaître des problèmes de faim, voire de famine, de gens qui n'accédaient pas à l'alimentation. Donc la question de l'accès à l'alimentation, elle est fondamentale. La question du savoir manger, du savoir se nourrir, est aussi fondamentale. Dans Toujours Adol, on m'expliquait que grâce au jardin ouvrier et grâce au programme de formation pour mieux se nourrir, ce n'était pas des coûts supplémentaires, mais au contraire, c'était du gain de pouvoir d'achat. Parce qu'apprendre à bien se nourrir, cultiver son jardin, c'est aussi une manière de moins dépenser sur des besoins vitaux. Donc, il me semble que c'est ce genre de petites actions qui peuvent être extrêmement intéressantes, à la fois parce qu'elles répondent à des besoins urgents, et en même temps, d'un point de vue éducatif, elles sont très importantes. Tous les gens qui vont dans les jardins partagés, il me semble, disent le jardin partagé, c'est pas que pour se nourrir. C'est pour se nourrir, c'est pour être solidaire, pour entrer dans un collectif, pour apprendre à faire des choses, pour apprendre à travailler la terre, etc., etc. Mais c'est aussi pour se nourrir. Mais c'est aussi pour se nourrir. Mais ça répond bien à la question. Ça a plusieurs objectifs. Et donc, il me semble qu'il y a déjà beaucoup de choses qui se font, qui ne sont pas interprétées, analysées, lues comme une réponse au changement global, parce qu'au départ, ce n'est pas fait pour ça, mais qui, pour autant, derrière, sont déjà une réponse à ça. Je reprends mon exemple de la frugalité. Plus d'abondance, moins de métaux rares, tout beaucoup plus cher, etc.
il me semble que les gens qui sont déjà dans une logique de frugalité parce qu'ils n'ont pas le choix, mais qui vont tenter de réparer leurs appareils, qui vont s'arranger entre eux pour les faire fonctionner, etc., sont déjà dans la... Alors, vous allez me dire, c'est vécu plutôt comme fait par défaut dans le monde d'aujourd'hui. Mais ils sont plutôt à l'avant-garde. Mais demain, quand il faudra savoir réparer ces appareils, parce qu'on ne pourra pas les changer, ou moins les changer, parce que ce sera beaucoup plus cher de les changer, eh ben, ce sera quand même un vrai avantage, une vraie capacité de pouvoir mener ce type d'action par soi-même. Alors, il y a deux réactions que je livre, hein, qui insistent sur les pratiques du réseau des régies de quartier. Évidemment, il est fait mention de Cité Jardin, un point d'appui pour travailler sur ce sujet. Il y a des pratiques dans notre réseau qui sont déjà des réponses à l'adaptation au changement. Mais il y a une question aussi, Stéphane Cordobès, qui vient de Michel, de la régie d'Aubervilliers. Y a-t-il quelque chose à faire sur les règles ? Les règles jouent un rôle majeur au niveau local. C'est le seul niveau sur lequel les citoyens peuvent réellement être acteurs. Quelles règles ? Je ne sais pas de quelles règles il fait mention, mais je pense à un environnement législatif ou... Alors, on est... là, la question est un peu... Je crois que la question, c'était les régies, mais on peut répondre aussi aux règles. Les régies, tu vois. Ah pardon, les régies. Mais les deux questions sont intéressantes. Lapsus de ma part. Les régies jouent un rôle majeur au niveau local, c'est le seul niveau sur lequel les citoyens peuvent réellement être acteurs. Oui. Et donc, c'est même pas une question. Non. Et non, je le prends comme une proposition d'action. Voilà. Non, après, sur les règles... de la même manière qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer, l'environnement réglementaire va changer aussi très rapidement. Alors, sans vouloir tomber dans le drame, vous savez que les experts du GIEC disent on a 10 ans. On a 10 ans pour radicalement changer notre manière d'habiter la planète. Donc ça passe par décarbonation de l'économie et des transports, enfin tout un tas de choses. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que dans 10 ans... Alors, la presse, ce dernier jour disait, faisait sa une sur le fait que le stationnement à Paris allait augmenter, que les scooters allaient payer. Mais dans les 10 ans qui viennent, on en est qu'au tout début de ces règles qui vont se mettre en place. Parce que, en fait, si on doit décarboner l'économie et changer radicalement nos manières de vivre, il est évident que l'appareil normatif lui-même va évoluer. Donc, très clairement, la question, c'est plutôt comment on arrive à mettre en place des règles qui sont acceptables. Elles ne feront jamais consensus, mais qui sont acceptables et qui nous permettent de développer des tactiques ou des stratégies qui permettent de vivre. Et surtout, comment presque on n'en arrive pas à des situations de blocage qui seraient là particulièrement rédhibitoires. Donc il y a là quelque chose de très fin, de très compliqué pour tout le monde, hein, pour le législateur comme pour le citoyen qui va devoir respecter ces règles, en disant on a un chemin à trouver pour éviter les blocages et en même temps pour transformer radicalement le système. Si ça passe pas par un travail d'éducation et d'acculturation et de transformation culturelle, je pense que je vois pas trop de chantier qu'il nécessite. Sinon, le risque, c'est après moi le déluge. Alors le risque, il y a deux risques en fait en général. Hein. Il y a l'effondrement. L'effondrement n'est qu'une variante de après moi le déluge. Oui. Et puis il y a l'autre solution. Alors c'est pas très gentil pour nos amis chinois, mais souvent on prend l'exemple de la Chine. Mais il y a des intellectuels français qui le pensent de la même manière et qui considèrent que de toute façon, la démocratie n'est absolument pas armée pour faire face à un changement d'une telle ampleur avec un tel rythme, et ça passera par des privations de liberté, par un modèle de transformation qui est imposé, je dirais de manière, si ce n'est dictatoriale, en tout cas de manière très forte, contraint et forcé, parce que au fur et à mesure où on n'agit pas, le temps des débats va devenir de plus en plus restreint et limité, donc une vraie problématique. Et la problématique, elle s'incarne au niveau... micro-locale, vous l'avez bien décrite, mais elle s'incarne aussi, j'imagine, dans des dispositifs un peu plus macro, non ? Alors, parce que c'est quelque part très facile d'aller chercher la responsabilité individuelle sur ces problématiques qui sont aussi beaucoup plus politiques, quoi. Alors, ce sont des problématiques. Hein, l'anthropocène, en fait, c'est quelque chose d'assez nouveau, puisque sa caractéristique, c'est à la fois d'être global et local en même temps. Là où d'habitude on était capable de hiérarchiser les problématiques en fonction des échelles, là c'est tout en même temps.
Il ne faudrait plus employer ce terme-là, mais bon, voilà, c'est en même temps. Et il faut faire avec, et on ne sait pas faire avec. Il est assez courant dans les discours savants que l'on oppose la politique des petits gestes et les grandes politiques. En disant, mais bon, qu'est-ce que vous venez nous embêter à nous obliger à mettre des bandes sans pesticides entre les habitations et les cultures, alors que par ailleurs, on pollue très peu et que par rapport à la Chine ou à d'autres pays du monde, on pèse rien. En fait, il me semble que la question, cette opposition-là, c'est comme la crise sociale et la crise environnementale, marche mal. Au vu du défi qui est le nôtre, le fait d'agir à toutes les échelles en même temps me paraît absolument primordial. Et même si, évidemment, on peut se dire qu'en tant que simple citoyen, le petit geste qu'on va faire, il va avoir beaucoup moins de poids que si Total abandonne le pétrole pour passer aux éoliennes. Mais en même temps, le petit geste, c'est un petit geste de citoyen et c'est un petit geste de consommateur. Et plus on va faire de petits gestes, c'est un petit vote, c'est une petite acte de consommation. Et plus on va être vigilant à ça, plus en tant que consommateur, les choix que l'on va faire vont avoir une incidence à une échelle macro. Alors, vous allez me dire, c'est une réponse faible, mais néanmoins, il me semble... Pas dit ça, moi. Non, mais vous, le public, pourrait dire que c'est une réponse faible. C'est effectivement un pari, mais il me semble néanmoins que, de la même manière que les citoyens sont de plus en plus sensibles à ces questions-là, les grandes entreprises le sont aussi, ils sont aussi très sensibles et le deviennent davantage. Et puis, il y a un autre élément, c'est que par la norme et puis par le coût, entre autres, de l'assurance de certaines activités, il va y avoir, pour le dire autrement, on va assez rapidement être confronté à un problème de réassurance. C'est-à-dire certaines activités à haut risque pourront plus être assurées parce que les réassureurs jugeront qu'il y a trop de danger. De la même manière, sur habiter certaines zones, à un moment, tout simplement, il n'y aura plus d'assurance possible de ces zones parce que trop exposées. Donc, d'une manière générale, le petit changement, il peut vraiment avoir un effet systémique, il s'intègre dans un grand tout. Et je pense que cette opposition-là, on a besoin de s'éduquer individuellement pour faire en sorte que le changement global se mette en place également. Oui. Madame la Présidente. Si, moi, je suis d'accord que toutes les petites actions, elles sont importantes. Et les régies, elles font des choses tous les jours, justement, qui font partie de cette nécessité de construction d'un autre monde, enfin du monde de demain. Et moi, je pense que quand vous dites qu'il faut intervenir à toutes les échelles, je pense que l'échelle politique, c'est vraiment une intervention qui est vitale, parce qu'aujourd'hui, on se retrouve confronté, et là, il y a un vrai besoin, les citoyens, les habitants se trouvent confrontés à des grands projets. Je pense à la métropole du Grand Paris, par exemple. On va sur l'étalement urbain, la bétonisation à outrance. On est sur... On va détruire des jardins pour construire... À Aubervilliers, par exemple. Mais oui, à Aubervilliers, par exemple. Pour construire un parc aquatique pour les JO. Voilà. Je fais partie de ces collectifs qui luttent aussi contre ça. Il y a un moment, c'est pas possible. On peut pas... Et là, on est vraiment dans le champ politique. Et on est en pleine campagne électorale. Là, on voit que personne, enfin très peu des candidats aux élections abordent ces questions-là. Ils n'en parlent pas. Et les mobilisations des citoyens, on n'en parle pas non plus. On essaye de les éliminer. Hein. Il n'y a pas de débat, tout va bien, les projets avancent. Et c'est une vraie question, parce qu'il n'y a pas de démocratie. Et, la bataille politique, elle est si on ne l'a pas, et si nous, les habitants, on s'en empare pas, on sera dans une situation où on n'avancera pas non plus. Enfin, non, mais je partage votre point de vue. Il y a un rapport de force, de toute façon, qui nécessite un engagement citoyen très fort si on veut contrebalancer des pouvoirs très forts. Et puis, on peut même considérer que la tentation d'apporter des réponses techniques à la crise environnementale qui est là, qui est devant nous, mais qui est déjà là, en fait, est extrêmement grande. C'est-à-dire que certaines entreprises, d'ailleurs, s'apprêtent très clairement à faire de cette transition écologique un marché à part entière. Alors, à nouveau, il ne faut pas se priver de ça, parce que pour que les entreprises puissent continuer à vivre, de toute façon, il faudra bien qu'elles continuent à avoir un chiffre d'affaires, à avoir une activité. Donc, il ne s'agit pas de critiquer ça. Par contre, très clairement, quand certaines entreprises continuent à bétonner, à implanter des infrastructures
Bon, allez, on va se faire un petit chapitre sur la ville intelligente, hein, la mise en place de capteurs, etc., pour optimiser le fonctionnement de la ville. En même temps qu'on l'optimise, on la fragilise. On la rend de plus en plus vulnérable. Donc là, on voit bien qu'il y a effectivement des mobilisations, des réflexions, des mobilisations, enfin, en tout cas des choix de société qui sont faits sur des critères techniques qui vont avoir un impact très fort sur la manière dont on pourra habiter ces territoires demain, qui, à mon sens, ne relèvent pas du technique, mais relèvent bien du choix politique. Or, aujourd'hui, quand par exemple on dit on va transformer notre ville, en la rendre plus intelligente, c'est pas un choix politique, c'est pas présenté comme un choix politique, c'est présenté comme un choix technique. Mais ça va avoir une incidence politique très forte. Justement, avant de clore cette séquence et d'ouvrir la table ronde, une dernière question, Stéphane Cordobès, de Vincent, je crois que c'est à La Rochelle, si ma mémoire est bonne. Vous êtes expert auprès de la NCT. Que propose l'agence comme stratégie pour travailler sur ces adaptations nécessaires? J'aurais dû le dire, en fait, quand j'étais présenté. Là, je m'exprime plutôt au titre. Non, ce que je vous présente là, c'est évidemment plus un travail de recherche que je mène dans le cadre de l'école urbaine, tout en étant évidemment complètement soutenu par l'agence. Aujourd'hui, les réponses de l'agence sur ce grand sujet-là, elles ne se positionnent pas. Par contre, dans toutes ces politiques, très clairement, le souci de limiter l'artificialisation, conformément au projet de loi qui est en cours, le souci de restaurer des centres-villes pour apporter des services, etc., on est dans déjà des actions d'aménagement qui me semblent revenir en arrière, ou en tout cas peut-être même annoncer autre chose. Là où il y a 10 ans, l'aménagement, c'était encore l'excellence des territoires, la compétitivité, les grandes infrastructures, le soutien aux métropoles, parce que c'est là que se crée la richesse, etc. Au jour d'aujourd'hui, la politique d'aménagement se réoriente quand même très fortement sur le soutien aux petites villes, aux villes moyennes, de manière à s'assurer d'avoir une armature urbaine plus juste, moins, etc. Donc, il y a déjà un basculement. Dispositif cœur de ville de la NCT, dispositif cœur de ville, etc. Il y a déjà un basculement, mais évidemment, on peut faire beaucoup plus et on va faire beaucoup plus dans les années qui viennent. Et pensez-vous que l'école joue son rôle? Dernière question, elle vient du CNLRQ, études à CNLRQ. Pensez-vous que l'école, pour sensibiliser, joue son rôle? Écoutez, je me pose la question. Je ne suis pas suffisamment bien informé pour pouvoir vous répondre. C'est une question grave, donc je préfère pas dire de bêtises ou faire l'expert qui répond à tout. Je me pose la question. Je pense que là aussi, peut-être que ces enjeux-là ne sont pas encore suffisamment intégrés au programme, même si par ailleurs, il existe des initiatives qui sont extrêmement intéressantes. Je pense par exemple aux classes nature qui consistent à resensibiliser les élèves à la biodiversité, aux environnements naturels, etc., en allant faire classe ailleurs. Mais c'est pareil, tous les acteurs sont confrontés à un changement d'une radicalité et d'une ampleur telle qu'il est souvent très facile de dire ça suffit pas, ça va pas, etc. Mais en même temps, opérer le basculement pour que ça aille mieux est difficile, il peut pas se faire du jour au lendemain. Alors, peut-être je peux pour terminer, une dernière petite question, notamment parce que vous avez beaucoup présenté des archétypes assez anxiogènes de l'Anthropocène. Est-ce que dans vos travaux, vous avez croisé des archétypes réjouissants du Nouveau Monde, sur des échelles peut-être un peu plus grosses que des petites initiatives locales? Est-ce qu'il y a des perspectives plus larges qui se dessinent et qui peuvent un peu... Non, mais il y a bien sûr des territoires qui... Un peu d'espoir. Qui sont... terminons là-dessus. Oui, non, mais je ne vais pas les citer par contre, parce que... non, alors pourquoi? Parce qu'en fait, moi, dans mon travail, ce qui m'intéresse, c'est pas les territoires qui vont mal. C'est les territoires qui sont dans une situation extrêmement avancée et qui, quelque part... peuvent nous permettre de comprendre ce qui risque de nous arriver à plus large échelle. D'où effectivement ces territoires que j'ai cités. Et si dans ces territoires que j'ai cités, les acteurs arrivent à mettre en place des alternatives, des politiques, des actions qui leur permettent de continuer à habiter ces espaces, sont des leçons pour ceux qui sont moins vulnérables ou qui sont moins abîmés. Donc c'est effectivement plutôt sur cela qu'on va. Vous remarquerez quand même que je ne vous ai pas montré d'images de ruines ou de choses très, parce que j'aurais pu. Il ne s'agit pas de rester, d'être dans une espèce de fascination pour ces images de ruines, qui par ailleurs peuvent être très esthétiques. Mais effectivement, je travaille aujourd'hui plutôt sur ces questions-là, parce que l'Anthropocène, c'est une problématisation aussi scientifique qui est extrêmement récente. Donc
aller lire un territoire avec cette perspective anthropocène, c'est quelque chose qu'on est en train d'inventer aujourd'hui. C'est un discours qu'on est en train d'inventer, c'est un savoir qu'on est en train d'inventer. Donc on est plutôt sur cette logique-là. Maintenant, des territoires qui vont bien, qui sont très engagés dans la transformation écologique, qui mettent en place des initiatives extrêmement intéressantes, etc., il y en a aussi beaucoup, évidemment. Et donc allons à Saint-Pierre-et-Miquelon pour apprendre... J'essaye de construire. Je pense que malheureusement, il n'y a pas besoin d'aller si loin, justement, et j'espère que ce message-là, il est passé. Allons à Dole. Allons à Dole. On va être content. Stéphane Cordovez, merci. Vous restez avec nous.